Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick. Bonjour aux auditeurs. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde ensemble un point important pour nos clients lorsqu'ils achètent une maison, auquel ils ne pensent pas toujours, surtout les jeunes, les primo-accédants, c'est le statut du couple dans l'achat immobilier. Et j'aimerais savoir, toi en tant que conseiller immobilier, quels conseils tu peux apporter à nos clients qui cherchent à acheter une maison. En fait, tout dépend de la situation du couple au moment de l'achat. D'accord. En effet, pour un couple en concubinage ou marié, les règles sont différentes. La situation la plus fragile, où les personnes sont le moins protégées, c'est le concubinage, c'est-à-dire pas de pax, pas de mariage. D'accord. Et quelles en sont les conséquences alors du concubinage? En cas de décès d'une des deux personnes, l'autre n'a pas de protection et n'est pas considéré comme un héritier. D'accord. Les conséquences sont importantes. La personne survivante se retrouve en indivision avec les héritiers du défunt, qui peuvent par exemple être des enfants, mais également, en l'absence d'enfants, être les beaux-parents. Cela revient à se retrouver propriétaire d'un bien en commun avec ses beaux-parents, chose qui n'est pas idéale. C'est pas ce que je préférerais par exemple. Et même en présence d'enfants, cela peut être problématique, notamment s'ils sont mineurs. En effet, la personne survivante se retrouve en indivision avec un enfant mineur et la revente éventuelle d'un bien est soumise à un juge. Ah oui, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui sont en concubinage? La réponse la plus simple, c'est le mariage. Le mariage. Le mariage. Là, dans le cas de décès de personnes mariées, contrairement au concubinage, le survivant est héritier de la personne décédée. Cela lui confère certains droits, comme par exemple un droit de maintien dans le logement, et surtout cela lui confère des abattements fiscaux sur la succession du défunt. D'accord. Tout cela, ça dépend du contrat de mariage. Oui. Aujourd'hui, il existe 4 principaux contrats de mariage. Lesquels? C'est assez simple, c'est la communauté réduite aux acquis, D'accord. la communauté universelle, la séparation de biens et la participation aux acquis. D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus pour qu'on comprenne? Je vais développer un petit peu. Aujourd'hui, la communauté réduite aux acquis, ça s'applique aux époux mariés sans contrat de mariage. D'accord. Quand tu ne fais pas appel à un notaire ni quoi que ce soit. Voilà. Sans contrat de mariage, à partir du 1er février 1966, c'est ce contrat-là qui est appliqué obligatoirement. D'accord. Donc tous les biens acquis pendant le mariage sont communs et sont propres. Tous les biens acquis avant le mariage. D'accord. Tous les biens acquis avant le mariage et aussi tous les biens qui sont acquis en donation ou en héritage. Qui sont reçus en donation ou en héritage. Voilà. D'accord. Alors attention, en cas de vente d'un bien propre, s'il n'y a pas de clause spécifique, le produit de la vente devient un acquis et donc commun au couple. Et oui. D'accord. D'accord. La communauté universelle, donc elle, tout est commun, l'actif et le passif. Les dettes, par exemple, tout est réuni. Alors, en revanche, le mérite de ce contrat-là, c'est de protéger le second époux en cas de décès. oui, parce que ça retarde la succession par rapport aux enfants. Voilà, exactement. D'accord. La séparation de biens. Chaque époux possède son propre patrimoine, actif comme passif. Ainsi, les créanciers de l'un ne peuvent pas remonter sur l'autre. C'est une sécurité. Sécurité. D'accord. On voit souvent des héritages que les personnes sont embêtées en cas de dette, par exemple. Bien sûr. Ici, on n'aura pas ce problème-là. Même les indépendants, les chefs d'entreprise, ça peut être des contrats adaptés. Voilà, exactement. D'accord. Et en dernier, la participation aux acquis. Similaire à la séparation de biens. D'accord. Sauf qu'à la dissolution du mariage, l'époux ou l'épouse peut demander une participation aux bénéfices de l'autre. D'accord. En cas concret, si monsieur Jean-Pierre possède une station-service et que madame travaille dans la station-service, ils peuvent tout à fait rédiger dans le contrat que madame reçoive un pourcentage du bénéfice réalisé par le monsieur. Sur le développement en fait de tout ce qui se fait. Voilà. D'accord. Tu cherches à nous convaincre de nous marier? Déjà, je vois que tu as pas d'alliance. Voilà, mais j'ai des parts sociales dans une agence matrimoniale. C'est cool. D'accord. Alors je rebondis sur ce qu'on vient de se dire sur le mariage. Question qui me vient, en cas de vente d'un bien immobilier, qui est décisionnaire, qui doit signer dans le cadre du mariage? C'est simple, si le bien est commun,
la signature des deux est nécessaire. Oui, d'accord. Si c'est un bien propre, la signature du propriétaire suffit. Oui, En revanche, il existe un droit de protection du logement familial d'accord. qui fait que même l'époux non propriétaire Oui, doit donner son accord à la vente. C'est D'accord. l'article alinéa 3, article 215 du Code civil. d'accord. Bon, très bien. Et pour les réfractaires au mariage, parce qu'il y en a toujours, on en Oui. suit, est-ce qu'il y a une autre solution? Il existe le PAX. D'accord. Donc le PAX, c'est assez simple à réaliser. Vous pouvez le rédiger vous-même, puis D'accord. allez l'enregistrer au tribunal d'instance. Ah oui, on peut faire ça soi-même. Bien sûr, sans souci. D'accord. Vous pouvez aussi le faire réaliser par un notaire. D'accord. Le testament est recommandé en cas de PAX. Car contrairement au mariage, le PAX n'a pas pour effet de rendre les partenaires héritiers l'un de l'autre. Ah, d'accord. Seul un testament rédigé en sa faveur permet aux partenaires survivants d'hériter du partenaire décédé. D'accord. Et dans ce cas, en présence d'un PAX plus testament, le conjoint survivant est d'une part héritier et d'autre part bénéficie d'un abattement similaire à celui des époux. D'accord, là on est dans le même cas de figure. Ça revient en même. Alors, néanmoins, une des différences entre le mariage et le PAX est que le PAX n'apporte pas la protection du logement familial. Ah, ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Voilà, exactement. D'accord. Voilà, dans les grandes lignes, l'impact des différents statuts du couple. Et j'espère t'avoir éclairé, Ouais. ainsi que nos clients qui verront cette vidéo. On te remercie Guillaume. De rien.